Bassam a abrité cette semaine les 3e journées d'infectiologie. La rencontre, initiée par la Société ivoirienne de pathologie infectieuse et tropicale en partenariat avec l'ONU-SIDA, réunissait près de 200 experts en infection venus d'une dizaine de pays africains. Le Forum africain sur la finance islamique s'est ouvert hier matin ici à Abidjan. Cette 2e édition s'est tenue en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui est revenu sur la nécessité pour le secteur privé de bénéficier de cette importante niche de financement. L'actualité, c'est aussi la RDC, où un accord politique a été trouvé entre la majorité et une frange de l'opposition et de la société civile. Il devrait être signé ce mardi individuellement par les 300 participants au dialogue. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. 18 octobre 1905, 18 octobre 2016, s'il vivait encore, le père de la nation, Feu Félix Houphouët-Boigny, aurait eu 111 ans. Né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro, Nana Boigny, le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, est décédé le 7 décembre 1993 à l'âge de 88 ans. Le Forum africain sur la finance islamique s'est ouvert hier matin ici à Abidjan. Cette 2e édition s'est tenue en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui est revenu sur la nécessité pour le secteur privé de bénéficier de cette importante niche de financement, surtout dans un contexte de raréfaction des ressources et de durcissement des conditions d'accès au crédit. L'objectif étant d'accélérer le développement inclusif de la Côte d'Ivoire. Les précisions de l'ancien Bakayoko et Jean-Jacques Kouaméala. Cette 2e édition du Forum africain sur la finance islamique est un rendez-vous de plus de 300 experts pour mieux comprendre les enjeux de ce nouvel instrument de financement des économies africaines et surtout les domaines d'intervention. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, tous les secteurs sont concernés, notamment l'eau et l'assainissement, le transport, les infrastructures économiques, l'éducation, la santé, la formation, l'agriculture, la finance. La finance islamique prend ainsi le pari de se poser en alternative crédible ou du moins en complément aux institutions classiques de financement. Problème, les ressources de cette finance islamique ont jusque-là été orientées vers le public. Aujourd'hui, il s'agit donc d'élargir son champ d'action au secteur privé. Les opportunités de financement du secteur privé sont nombreuses. En Côte d'Ivoire, la contribution attendue du secteur privé au financement du Plan national de développement 2016-2020 est de 18 000 milliards de francs CFA sur les 30 000 milliards attendus. Le gouvernement de Côte d'Ivoire veut maintenir sa forte croissance, d'où les réformes structurelles engagées qui sont destinées à garantir un environnement des affaires attractif pour les PME, mais également pour d'autres projets porteurs. Ces projets nécessitent des financements conséquents et innovants, outre le renforcement, bien sûr, de la coopération avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux traditionnels. Vous comprenez toute notre satisfaction d'accueillir, pour une seconde fois, cette rencontre de haut niveau destinée à accélérer le développement de la finance islamique en Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire a déjà récolté 150 milliards de francs CFA sur le marché de la finance islamique en 2016. Au titre de l'année budgétaire 2017, le pays devrait procéder à un autre emprunt du même montant. Venons-en maintenant à la célébration de la 2e journée internationale de lutte contre la pauvreté. Cette année, la Banque mondiale met l'accent sur la contribution de l'agriculture à la réduction de la pauvreté en Afrique. Et en Côte d'Ivoire, les femmes et les jeunes sont en première ligne. Les précisions de Justine Seydjike. Selon une nouvelle étude de la Banque mondiale sur la pauvreté et la prospérité partagée, dans 60 des 83 pays couverts par ce nouveau rapport, le revenu des 40% les plus pauvres de la population a augmenté entre 2008 et 2013. Cependant, dans 34 des 84 pays analysés, les écarts se sont creusés avec une hausse plus rapide des revenus des 60% les plus riches que pour les 40% les plus pauvres, raison pour laquelle le groupe de la Banque mondiale s'est fixé pour double objectif mettre fin à l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée d'ici 2030. Message livré aux femmes et aux jeunes au cours de la 2e célébration de la Journée internationale de lutte contre la pauvreté
communément appelé End Poverty Day. L'objectif de cette journée est de permettre à chaque acteur du développement, à chaque citoyen, quelle que soit sa condition sociale et la zone géographique dans laquelle il vit, de comprendre une chose. C'est possible ensemble, mettons fin à l'extrême pauvreté. C'est l'occasion pour ces dernières de partager leur combat quotidien contre la pauvreté. On a beaucoup envie de travailler, mais les moyens nous manquent. C'est difficile. Moi, par exemple, j'ai une cave. Depuis 5 ans, je n'arrive pas à terminer la cave. J'ai besoin de tôle et puis des plafonds. Je fais de la tchéké. Je suis à Bengo. En ce moment, j'ai besoin d'un congélateur et puis un peu de moyens pour approfondir mon commerce. La journée cette année met l'accent sur la contribution de l'agriculture à la réduction de la pauvreté pour la région Afrique. Elle a été célébrée pour la première fois le 17 octobre 2015 à Accra, au Ghana. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire a abrité cette semaine les 3e journées d'infectiologie et c'est la ville historique de Grand-Bassam qui a accueilli cette rencontre internationale. Initiée par la CIPIT, la Société ivoirienne de pathologie infectieuse et tropicale en partenariat avec l'ONU-SIDA, la rencontre réunissait près de 200 experts en infection venus d'une dizaine de pays africains. L'objectif de cette rencontre, approfondir les réflexions sur les maladies infectieuses et apporter des réponses appropriées à ces pathologies. Chantal et Ouman Akandon. Les maladies infectieuses et transition épidémiologique, c'est le thème central des réflexions des chercheurs africains en infection réunis à Grand-Bassam. Il s'agit pour eux d'approfondir les stratégies nouvelles pour mettre un frein au développement et à la résistance des maladies infectieuses. Cette rencontre est organisée par la Société ivoirienne de pathologie infectieuse et tropicale. Les spécialistes qui sont à l'avant-garde de tout ça sont vraiment en plein à chercher les moyens pour lutter contre ces épidémies, ces maladies qui réémergent, qu'on pense avoir contrôlées et qui nous surprennent des fois lorsqu'il y a un relâchement, n'est-ce pas, des moyens de surveillance. Ces journées d'infectiologie sont meublées par des panels et des tables rondes. Infection et grossesse en Côte d'Ivoire est l'un des sous-thèmes exposés au cours de la cérémonie d'ouverture et présidée par la ministre Raymond Goudou Kofi. Le gouvernement a opté pour la stratégie multisectorielle « Zéro grossesse à l'école », laquelle a permis de réduire le nombre de grossesses à l'école de 24,6% de 2013 à 2015. Près de 200 professionnels en infection participent aux travaux. Ils sont unanimes. Les maladies infectieuses constituent de véritables problèmes de santé publique dans les pays africains. Si nous voulons aussi lutter contre l'épidémie, il nous faudra faire de la prévention. Et la prévention commence aussi par les jeunes. La mise en place de stratégies innovantes est nécessaire pour l'amélioration de la prise en charge de ces pathologies, en vue de sécuriser les populations et garantir la stabilité économique et sociale des pays africains. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le Programme national de lutte contre le sida, a organisé un atelier de validation du document cadre en partenariat avec l'Alliance des religieux contre le sida et les autres pandémies. Ce document vise à offrir un service de prévention du VIH chez les prostituées et homosexuels. Honorine Agnégori. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus affectés par l'infection à VIH-Sida en Afrique de l'Ouest. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la prévalence nationale est de 3,7%. Pour lutter contre cette pandémie précisément, chez les personnes les plus exposées, à savoir les prostituées et homosexuels, les acteurs religieux en collaboration avec le Programme national de lutte contre le sida, l'Alliance Côte d'Ivoire et le Fonds mondial ont élaboré un document cadre. Ce document s'appuie sur les livres saints pour la prévention du VIH-Sida au profit de ces populations clés. Un atelier de validation de ce document cadre s'est tenu récemment. Il est question à terme de rendre disponible ce guide de prévention, de soins et soutien aux religieux à l'endroit des prostituées et homosexuels pour qu'ils s'en imprègnent. Ce document-là va permettre d'harmoniser les interventions des religieux sur la base des saintes écritures. Ce document va permettre de renforcer les interventions des leaders religieux
en direction des populations clés. Les hommes de Dieu expliquent la nécessité de leur contribution à la lutte contre la pandémie. Le gouvernement a décidé de cibler, n'est-ce pas, pour réduire cette prévalence-là. Donc l'ARCIP adhère vraiment à cette politique-là. À tous nos partenaires financiers et techniques, ainsi qu'à tous les religieux, chrétiens ou musulmans, de soutenir, n'est-ce pas, ce document cadre que nous avons mis en place. Pour boucler le chapitre santé de ce journal, je vous amène à Bouaké, dans la région de Bouaké, où a lieu une campagne de sensibilisation contre la rage. Une campagne au cours de laquelle les populations sont invitées à adopter la vaccination comme moyen de prévention contre cette maladie virale. La campagne est menée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre du projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique. Et c'est ce que nous dit Kader Sogodogo, RTI Bouaké. La rage est une maladie virale. Elle se transmet par morsure, griffure ou léchage d'un animal enragé. Les animaux les plus connus sont le chien, le chat, le singe et la chauve-souris. La rage est mortelle dans 100% des cas. Elle tue une personne chaque 10 minutes dans le monde et 85% d'entre elles habitent les zones rurales d'Afrique et d'Asie. En Côte d'Ivoire, le projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire est en campagne de sensibilisation de proximité pour prévenir cette grave maladie dans les zones rurales. Djebonois, au sud de Bouaké, est la première étape. Nous nous sommes rendus compte que la rage est une maladie négligée et malheureusement méconnue de la population. Et Bouaké va recevoir régulièrement des activités de sensibilisation pour permettre à la population de cette localité d'être suffisamment informée. Sensibilisation, échange, projection de films sont au cœur de la campagne. Une approche bien perçue par les populations. Nous avons des chiens dans nos villages dont les propriétaires ne les vaccinent pas. Donc c'est un danger permanent même pour la population. Et j'espère qu'à partir de cette sensibilisation, ces propriétaires des chiens vont tout faire pour les vacciner. Après Djebonois, d'autres zones rurales seront visitées par cette sensibilisation, notamment Brobo. Tout sera mis en œuvre pour que l'homme et certains de ces animaux de compagnie, comme le chien, le chat et le singe, soient vaccinés contre la rage. Le bureau exécutif national du réseau des radios et communes de Côte d'Ivoire a organisé récemment une tournée des radios membres du réseau. Une tournée pour sensibiliser les radios membres sur le rôle qu'elles doivent jouer dans l'apaisement du climat social pendant les périodes électorales. C'est une tournée de 24 heures qui a débuté à Koumassi et a pris fin dans la commune de Yopougon. David Soyo, Delphine Gla. Koumassi, Cocody et Yopougon, 3 communes, un même message. Une tournée de 24 heures entreprise par le Bureau exécutif national du réseau des radios de région et communes de Côte d'Ivoire, en abrégé 3RC, pour sensibiliser les radios membres sur le rôle qu'elles doivent jouer dans l'apaisement du climat social pendant les périodes électorales. Nos radios, qui sont donc des radios des élus, qui sont donc des responsables, ces radios doivent vraiment faire très attention dans le traitement de l'information. Le message est lancé à l'endroit des journalistes, des producteurs, mais aussi des élus eux-mêmes qui souvent peuvent donner des instructions aux journalistes. Donc il appartient donc à ces deux entités de savoir que l'objectif premier, c'est qu'il y ait d'abord la paix en Côte d'Ivoire, qu'il y ait la cohésion sociale. En un mot, accompagner harmonieusement le vote du 30 octobre au regard des conventions et cahiers de charges. Les différents directeurs des radios visités ont salué la démarche empruntée par le Bureau exécutif national. Nos radios ne font pas de politique, nos radios ne font pas de syndicalisme, ne font pas la promotion religieuse et tout. Donc nos radios respectent les volets essentiels de sensibilisation. C'est cela la quintessence du message du réseau. C'était aussi l'occasion de partager des préoccupations avec le président des 3RC et son bureau. Faire savoir les objectifs du bureau, s'imprégner des difficultés, les attentes également de chaque station de radio visitée ont été recueillies. Rappelons que le Bureau exécutif national des radios de région et communes de Côte d'Ivoire existe depuis 2 ans.
À Gounan, dans la sous-préfecture de Sakassou, les populations revivent depuis peu le bonheur de l'eau potable. La pompe du village a repris du service. Elle a été entièrement réhabilitée par l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire et remise officiellement aux habitants de Gounan en présence des autorités administratives et politiques. Soro Corona, Kader Sogodogo, nos confrères de RTI Boaké. Électricité, école primaire, centre de santé, infrastructures routières et eau potable, Gounan, village de la sous-préfecture de Sakassou, attend toujours la réalisation de ces infrastructures de base pour amorcer son développement. La pompe, seule infrastructure moderne du village construite depuis 20 ans, ne répond plus aux besoins des ménages. Grâce à la coopération ivoiro-allemande, la pompe à motricité humaine a été entièrement réhabilitée et sa capacité renforcée. L'infrastructure a été officiellement remise aux populations de Gounan. Je suis venu au village et j'ai vu la population très alarmante. Et les cris de cœur, c'est que la seule pompe que le village disposait était en panne. L'ambassadeur de l'Allemagne a entendu mes pleurs et a décidé de venir réhabiliter entièrement ma pompe. Chaque année, ce sont une dizaine d'infrastructures communautaires qui sont réhabilitées ou réalisées par l'ambassade d'Allemagne. Pour l'envoyé de la République fédérale d'Allemagne, ces activités rentrent dans le cadre de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire pour lutter contre la pauvreté. Occasion pour la Fédération des mutuelles de développement de la tribu Mamela de solliciter le concours de l'ambassade pour la réalisation de certaines infrastructures de base chères aux populations. Aujourd'hui, c'est l'eau et l'électricité. Et donc, nos actions portent principalement sur ces deux aspects de développement. Parce qu'on sait que l'eau, vraiment, c'est nécessaire pour la vie. Dans ce folklorique riche à patrimoine baoulé, on meublé la cérémonie de remise de la pompe réhabilitée de Gounan. Ouverture officielle de la campagne Café Cacao 2016-2017 à Soubré. Le directeur des opérations techniques du Conseil Café Cacao de la région de la Nawa en a profité pour inviter l'ensemble des acteurs de la filière à produire de la qualité. Les détails avec Honorine Agnégori. La région de la Nawa, en dépit de sa forte production en cacao, est à la traîne au plan national du fait de la mauvaise qualité de son cacao. Au lancement officiel de la campagne Café Cacao 2016-2017, dans le département de Soubré, le directeur des opérations techniques du Conseil Café Cacao, Ismaël Bomba, a invité l'ensemble des acteurs de la chaîne à relever le défi de la qualité. Il leur a demandé de se conformer aux normes de production en mettant en pratique les recommandations des agents du Conseil et des partenaires techniques, en ce sens que la qualité du cacao est déterminante dans la fixation du prix aux producteurs. Pour le Conseil Café Cacao, Soubré doit allier la quantité et la qualité. Pour gagner ce pari, Ismaël Bamba a exhorté les producteurs à se conformer aux bonnes pratiques agricoles et à respecter les délais de fermentation et de séchage du cacao. Le préfet des régions, Ali Kouadio, a également demandé aux producteurs de redorer l'image de la Nawa. Malgré cet état de fait, les producteurs de café cacao de cette région ont posé de nombreuses actions sociales, relatives entre autres aux infrastructures scolaires, sanitaires et la réhabilitation des pistes agricoles. À Daloa, l'association des couturiers a lancé récemment l'opération Ville propre. Les couturiers du Haut-Sassandra entendent ainsi apporter leur contribution à l'amélioration du cadre de vie des populations. Le lancement de l'opération s'est fait en présence des autorités administratives. Thérèse Tapeyoboué. Ordures ménagères en bordure des voies, caniveaux à ciel ouvert contenant des ordures, immondices ça et là en bordure des voies routières, étalage de marchandises à même le sol, non loin des flaques d'eau, c'est le visage que présente aujourd'hui la ville de Daloa. Face à cette situation, les couturiers de la ville ont décidé d'apporter une contribution en marge de l'opération Ville propre initiée par le ministère de la Salubrité. Il s'agit pour l'association des couturiers d'inviter chacun à assainir son cadre de vie pour garantir sa santé. Dire à tout le monde qu'il ne faut pas salir l'environnement. Aujourd'hui,
À Daloa, ici, il y a certains quartiers. Il y a des gens là-bas, une fois qu'ils tombent malades, quand ils vont à l'hôpital, après analyse, on est sur fièvre typhoïde. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la saleté. Karidia Sanogo, secrétaire général de la préfecture de Daloa, a procédé au lancement de cette opération Ville propre. Sur ce modèle, ce bel exemple de l'association des couturiers qui participe de l'assainissement de notre milieu de vie. Et lorsque le milieu de vie est assaini, il y va de notre santé. Et la santé étant le premier capital de l'homme, je pense que tout le monde devrait s'approprier cette initiative. Et au-delà même de cette opération de ville propre, que chacun, à son réveil le matin, balaie devant sa peau. L'opération ville propre a été marquée par le recurage des caniveaux par l'association des couturiers de Daloa. Direction Gabiadji à San Pedro, où un groupe d'élèves du collège moderne s'est attaqué récemment aux locaux de la Société des producteurs de café cacao de la coopérative Copaga. Les bureaux ont été saccagés et pillés. Le refus de la Copaga de participer à une cotisation dans le but de construire de nouvelles salles de classe serait à l'origine de la colère de ces élèves. On retrouve Teresta Peyoboué. Désolation, tristesse et colère des producteurs de café cacao face à la furia des élèves du collège moderne Copaga de Gabiadji, un collège réalisé par les producteurs eux-mêmes. Les locaux de la société coopérative ont été saccagés, des vitres de véhicules brisées, du matériel de bureau emporté. Même le domicile du président du conseil d'administration n'a pas échappé à la colère de ses élèves. Selon les responsables de la société coopérative, des personnes ont fait croire aux élèves que face à l'effectif pléthorique du collège et au manque de salles de classe, la Copaga s'opposerait à la construction de nouvelles salles de classe initiées par le principal du collège et le COGES à travers une cotisation de 5 000 francs CFA par élève. Moi, en tant que premier responsable de la coopérative, pour ne pas que la coopérative s'effondre, j'ai cherché à résoudre cette question. Dans un premier temps, je leur ai dit que la cotisation qu'ils ont émise à l'endroit des coopérateurs soit suspendue. Si les bâtiments sont construits, ça ne pose pas de problème parce qu'on fera en double vacation. Ça ne pose pas de problème. Il y aura un problème de besoin en enseignants, mais nous allons faire fort de voir comment nous pouvons envoyer des enseignants ici. Les producteurs révoltés sont allés exprimer leur colère au sous-préfet. Grâce à la médiation du directeur régional de l'éducation nationale de San Pedro, le calme est revenu. Les producteurs réclament aujourd'hui la privatisation de leur collège. Ici à Abidjan, à l'école de gendarmerie, 40 gendarmes composés de 23 officiers et de 17 sous-officiers sont formés à la sécurité et l'état de droit. Cette formation donnée par la Fondation Konrad Adenauer a pour objectif de contribuer au renforcement du caractère, le caractère républicain des armées et des forces de sécurité publique. Abou Sanogo pour les détails. Sécurité et état de droit au centre de cette rencontre qui a réuni à l'école de gendarmerie d'Abidjan 40 gendarmes dont 23 officiers et 17 sous-officiers. Une rencontre sous forme de séminaire de formation organisée par la Fondation Konrad Adenauer, dont l'objectif est d'offrir une plateforme d'échange aux différents acteurs, notamment le gouvernement, le Parlement, les organisations de la société civile, l'armée, la gendarmerie, les organisations internationales, afin de parvenir à adopter et à mettre en œuvre les politiques de sécurité les plus consensuelles possibles. Par ailleurs, la Fondation Konrad Adenauer, à travers ce séminaire de formation, veut contribuer au renforcement du caractère républicain des armées et des forces de sécurité publiques. Nous pouvons nous satisfaire des progrès remarquables faits par la Côte d'Ivoire, non seulement dans l'appropriation du rôle de l'armée, et plus particulièrement de la gendarmerie dans la vie de la nation, mais aussi dans l'exercice de ses missions régaliennes. Nous devons tous rester vigilants et concentrés, car de nombreux défis sont encore à surmonter. Pour sa part, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Gervais Kwasi-Kwaku, a relevé le bien fondé de cette formation. À travers ces différentes communications, je ne doute pas un seul instant que l'ensemble de nos collaborateurs
donc de ce séminaire avec de très bonnes acquisitions, mais aussi et surtout des réelles aptitudes quant à la conciliation de l'exercice de la sécurité publique et l'impérieuse nécessité de préserver les droits humains. 5 thèmes de communication ont été développés, notamment la contribution de la gendarmerie nationale à la prévention et à la gestion des conflits intercommunautaires, le défi de la féminisation de la gendarmerie nationale et le rôle des femmes au sein des armées dans les sociétés démocratiques, l'enjeu et la plus-value de la participation de la gendarmerie de Côte d'Ivoire aux missions onusiennes, la responsabilité pénale des gendarmes en cas de violation des droits humains et enfin les institutions de l'état de droit et de la démocratie. Le district autonome de Yamoussoukro a désormais sa police, une police pour assurer l'investigation de proximité, la sécurité des biens et des personnes, ainsi que celle des activités du district. 11 agents composent la première promotion de cette police baptisée Dia-Augustin Houphouët-Boigny et c'est en présence du gouverneur du district qu'ils ont fait leur sortie officielle. Léon Brou, RTI Boaké. Défense sur coup de poing, défense au sol, extirpation d'autorité d'embuscade, juste des exercices pour montrer leur aptitude professionnelle, puis ces stagiaires, 11 au total dont 2 femmes, reçoivent leur galon de sergent de la police du district autonome de Yamoussoukro. Des actes qui mettent fin à 2 mois de formation commune de base pour cette première promotion à la garde républicaine de la capitale politique, promotion baptisée Dia-Augustin Houphouët-Boigny du nom du défunt oncle du gouverneur du district. Dia-Augustin Houphouët-Boigny était le neveu de feu le président Félix Houphouët-Boigny. C'était une personne marquée d'une humilité sans faille. C'est pourquoi la devise de votre promotion, humilité, disponibilité, discrétion, devrait vous guider tout au long de votre carrière. Investigation de proximité, maintien d'ordre, sécurité des biens et des personnes ainsi que celle des activités du district, mission de la police que le district promet d'étoffer. La police du district viendra comme police d'appoint à la police municipale, à la police nationale, aux gendarmeries et à l'armée pour concourir à la sécurité de tous nos administrés. Nous allons inscrire au budget pour l'année prochaine 20 policiers, ce qui nous fera monter à 30. Et comme nous fonctionnons sur un programme triennal, je pense bien que d'ici à 3 ans, nous aurons une centaine de policiers et nous serons devenus efficaces. La mise en place de la police pour conformer le district autonome de Yamoussoukro à la loi a été possible grâce à l'implication du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Hommage lui a donc été rendu avant le défilé militaire de fin de cérémonie. Le ministre béninois de la Culture et du Tourisme était en mission en Côte d'Ivoire. En compagnie du responsable du Bureau des droits d'auteur, il a rencontré la directrice générale du Bureau ivoirien des droits d'auteur. Le ministre Ange Onkwe est venu à l'école du Burida avec pour objectif de s'imprégner du modèle de gestion collective des droits d'auteur. Serge Coléa pour les détails. Dans la tourmente et en difficulté financière il y a quelques années, le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, connaît depuis un peu plus de 3 ans une certaine embellie. La politique de restructuration et les nouvelles réformes mises en place ont permis d'assainir les comptes de cette société de gestion collective. Aujourd'hui, le Burida jouit d'un meilleur système de contrôle et de perception des droits d'auteur. Chaque année, plusieurs répartitions profitent aux artistes. C'est pour s'inspirer de ce modèle que Ange Onkwe, ministre de la Culture et du Tourisme du Bénin, accompagné du directeur général du Bureau béninois des droits d'auteur et droits voisins, est en mission en Côte d'Ivoire. Le directeur général du Burida, Irène Assavira, lui a expliqué le fonctionnement du Bureau ivoirien du droit d'auteur en Côte d'Ivoire. Sur le plan institutionnel, la Côte d'Ivoire est très en avance par rapport à nous d'abord. Et ensuite sur le plan, n'est-ce pas, de la gestion technique, ils ont une très grande longueur d'avance par rapport au Bénin. Donc sur les 2 dimensions, nous pensons qu'il y a des cas d'école que nous devons, n'est-ce pas, appliquer chez nous pour, n'est-ce pas, améliorer les conditions de vie de nos artistes. Et j'espère que la directrice du Burida sera invitée très prochainement au Bénin pour partager l'expérience de la Côte d'Ivoire avec les acteurs béninois. Après s'être imprégné du fonctionnement du Burida, le ministre de la Culture et du Tourisme du Bénin a rencontré Maurice Kwaku Bandama,
Au menu de leurs échanges, le renforcement de la coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Ange Nkwe s'est dit satisfait de cette mission. Pour lui, cette visite marque un nouvel élan dans les relations culturelles entre les deux pays. Un petit mot de religion à présent. L'Église unie des Chérubins et Séraphins de Côte d'Ivoire a célébré son 35e anniversaire d'existence à la paroisse Montagne du Salut dans la commune d'Abobo. Une cérémonie qui a eu lieu en présence d'autorités religieuses et de nombreuses personnalités et au cours de laquelle les fidèles ont magnifié Dieu. Honoré Nanyigori nous en dit plus. Ils sont venus de partout. Les fidèles de l'Église unie des Chérubins et Séraphins de Côte d'Ivoire pour communier et magnifier Dieu. C'était à l'occasion de la célébration du 35e anniversaire de cette confession religieuse. Placée sous la direction du pasteur Kaha et l'autorité spirituelle de son éminence Moïse Edjukenle, cette cérémonie a été marquée par des prières, des louanges et des danses. Le pasteur Kaha a exprimé la reconnaissance de la communauté à l'endroit des bienfaiteurs qui ont œuvré pour le succès de cette journée d'action de grâce. Il a également exhorté les populations ivoiriennes au bon sens en vue des élections apaisées. Le chef suprême Moïse Edjukenle, saisissant l'occasion, a prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Après avoir adressé ses félicitations au chef de l'État pour son combat en faveur de l'émergence du pays. L'actualité hors de chez nous, c'est en bref et en images. Un accord politique a été trouvé en RDC entre la majorité et une frange de l'opposition et de la société civile. Il devrait être signé aujourd'hui même, mardi, individuellement par les quelques 300 participants au dialogue. C'est ce qu'a annoncé le facilitateur de l'Union africaine, le Togolais Edem Kodjo. L'accord a été adopté hier lundi en plénière par acclamation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance à notre antenne.